Vino Vidi Vici, épisode 21, me semble-t-il. Aujourd'hui en voyage. Si vous êtes déjà allé en Toscane, vous avez peut-être reconnu le petit coq qui n'est pas l'emblème uniquement de la France, mais aussi du Chianti. Donc aujourd'hui, on boit la cuvée Badia a Passignano de la maison Antinori. Et vous allez voir que l'histoire de Chianti est fascinante. C'est une appellation qui a fait un virage à 180 degrés, qui est extrêmement inspirante. Et peut-être que vous avez l'image du vin pas terrible qu'on vous sert en pichet de 50 centilitres dans les pizzerias. Je vous comprends. À la base, les vignerons à Chianti n'avaient pas franchement fait les efforts pour mériter autre chose comme réputation. Mais aujourd'hui, c'est un vin d'un autre calibre. C'est un vin d'une grande maison fait par une grande famille, la famille Antinori. Et c'est une famille, vous allez voir, qui a une histoire. Je ne sais pas s'il y a une famille qui a plus d'histoire enfin, qui remonte aussi loin dans l'histoire du vin partout dans le monde. Hop, pendant que j'ouvre cette belle bouteille, je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. Et on va servir ça. Je pense que comme souvent, puisque c'est un relativement grand vin, on peut dire grand vin, qui est assez jeune, il va être fermé au début, avec un peu de chance sur la fin de l'épisode, il va s'ouvrir un peu, mais il sera forcément bien meilleur ce soir quand je vais le boire avec des amis. Hop. Alors, on va goûter ça. Très bonnet, très bonnet. Il y a du soleil. Beaucoup de notes de fraises. C'est vraiment une compote de fraises écrasées. On commence à avoir quelques petites notes d'évolution. 2020, c'était un grand millésime à Chianti, hein. Un peu partout en Europe, pour les rouges. L'année dernière, on était à Chablis, on a bu un 2020. En blanc, qui était plutôt bien, mais 2020, c'est surtout un grand millésime de rouge. On retrouve les notes de fruits rouges, notamment celles de fraises. Et il y a des beaux tanins. Il mérite un peu d'ouverture, hein, comme je l'avais déjà un peu anticipé. Il est jeune, hein. Ça, c'est un vin, ça peut vieillir 20 ou 30 ans. Et ça peut vous paraître bizarre si vous connaissez un peu la réputation et l'histoire de Chianti. Mais aujourd'hui, à Chianti, on fait beaucoup de très grands vins comme ça, avec un rapport qualité-prix absolument bluffant. Mais on va en parler. On va remonter très loin dans l'histoire. On va commencer avant l'Empire romain. Il y avait des vignes dans cette région-là quand c'était le royaume des Étrusques. Les Étrusques, c'est ceux qui ont donné le nom à l'actuelle région de Toscane, dont on est dans laquelle, enfin là où on est au centre. Enfin, je sais pas exactement comment bien le dire, désolé. Donc, les Étrusques en Toscane, qui ont ensuite été colonisés par l'Empire romain, et déjà, à l'époque, on faisait du vin là-bas, et c'était un vignoble qui servait à faire plutôt du vin de masse, parce que les grands vins, ils étaient principalement dans la région de la Campanie, donc la région autour de Naples, que je vous recommande de visiter, et dont je vous recommande de boire les vins. On y mange très bien, on y boit très bien à Naples. Mais aujourd'hui, on est un peu plus au nord qu'à Naples. On est dans la région de Chianti. Chianti, c'est entre Florence et Sienne. Florence est dans l'appellation de Chianti, mais pas dans le Chianti classico. Je vais vous expliquer la différence juste après. Et Sienne, même commentaire, au sud. On est entre Florence et Chianti et Sienne.
On est à peu près à 1 heure de trajet, en train ou en voiture, à peu près la même chose. Et pour information, de Florence, vous pouvez prendre un bus municipal pas si loin du centre, pas si loin du centre historique, et vous retrouver dans les vignes à Chianti, à Greve in Chianti ou d'autres villages comme ça. Donc c'est assez intéressant. Moi j'aime bien comme ça quand je voyage dans une ville, avoir une petite escapade qui me permet un peu de, euh, de voir autre chose et de souffler un peu. Donc c'est un passage que je vous recommande parce que vraiment il y a des paysages qui sont absolument à couper le souffle. Bref, revenons à nos moutons. Donc, on faisait du vin de masse et pendant le Moyen Âge, juste avant le règne des Médicis, il y a une famille qui arrive dans la région et qui représente la guilde du vin, parce qu'à l'époque il y avait des guildes dans ces coins-là, en Allemagne, en France, dans le nord de l'Italie. Et cette famille, c'est la famille Antinori, et d'après les documents, ils étaient déjà mentionnés en 1385. Euh, Ils étaient déjà mentionnés en 1385 pour, comme vendeurs de vin. Et aujourd'hui, ceux qui travaillent la vigne sont la 26e génération, il y a même la 27e qui arrive. Ce sont 3 filles, Albiera, Allegra, et la troisième, j'ai oublié son nom, mais ça commence par AL aussi. C'est des noms pas très communs en italien. C'est le père Piero qui s'est amusé, mais peu importe. En tout cas, leurs aïeux vendaient déjà du vin. Ils ont même vendu du vin par la suite aux Médicis qui commençaient tout juste à monter à cette époque, avant de dominer complètement la ville, plutôt vers le début du XVIe. Et toujours les Médicis. Donc le vin de Chianti, déjà à cette époque, était réputé. Hein, il était déjà mentionné dans des documents officiels. Je crois que la première mention, c'est 1398. Et la première mention du Sangiovese, qui est le cépage phare de la Toscane, mais notamment de ce vin, ça c'est un 100% Sangiovese, c'est ça a été mentionné en 1590. Donc on continue un petit peu cette histoire du Chianti, et en 1716, Cosimo III di Medici, donc c'était pas le duc, mais je sais plus en fait, enfin le responsable de Florence, de la République de Florence, a fait quelque chose d'inédit dans l'histoire, d'historique. Il a délimité la zone dans laquelle on avait le droit d'appeler ce vin Chianti, euh, tellement il était réputé, et pour ne pas qu'il y ait de fraude. Donc c'est la première trace d'une appellation géographique. Et donc ça, c'est absolument capital. Après, il y a d'autres appellations qui se disputent ce statut de plus ancienne appellation du monde. Il y a notamment Tokai, il y a aussi Porto au Portugal dont on a déjà parlé. Mais bon, Chianti, selon certains critères, peut revendiquer ce titre. Seulement, le Chianti de l'époque était très différent du Chianti de l'époque qui arrive juste après, c'est-à-dire au 19e siècle. Il y a eu un baron dont j'ai oublié le nom, je vous le mettrai sans doute à l'écrit en post-production. Et il a, en gros, standardisé la recette du Chianti. Et alors, elle va vous paraître très bizarre, cette recette de Chianti, mais il y avait en gros du Sangiovese. Sangiovese, d'ailleurs, qui veut dire le sang de Jupiter. Hein, ça venait du dialecte local, et donc ils ont appelé ça Sangiovese, sang de Jupiter. Pourquoi pas. Et donc, il y avait du Sangiovese, un ou deux autres cépages rouges mineurs que j'ai oubliés. Il me semble qu'il y avait du Colorino, qui, comme son nom l'indique, servait surtout à colorer le vin. D'autant plus que les derniers ajouts vont vous surprendre, c'était de la Malvoisie, un cépage blanc, qui ressemble un peu au Pinot Gris, et qu'on retrouve un peu partout en Europe, et du Trebbiano. Et donc, du coup, il y avait du vin blanc pour que le vin soit accessible, plus jeune, qu'il soit plus fruité, plus agréable, plus léger à boire. Donc, ça donnait quelque chose de beaucoup plus proche de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine quand on pense à Chianti. Et par la suite, dans les années
1900, je crois que c'est en 1936, non, c'est peut-être un peu plus tard, peu importe, une DOC, donc DOC c'est comme AOC en France, a été créée, la DOC pour Chianti, et donc ils ont en fait fixé dans la loi cet usage de mettre du vin blanc dans le Chianti jusqu'à 30%. Donc il y avait, c'était du 70-30. C'est absolument énorme. Dans certains vins, comme comme en Côte-Rôtie par exemple, on va mettre une pointe de Viognier, ça se fait de moins en moins d'ailleurs, mais ça n'excédait pas. Je crois que le maximum c'était 12%, et c'était rarement plus de 5-10% quoi. Donc, donc très surprenant. Et c'est là que ça devient très intéressant, et notamment par rapport à la famille Antinori. Donc à l'époque, les vignerons à Chianti n'avaient même pas l'idée qu'on pouvait faire un grand vin à Chianti. En fait, enfin, le vin était un peu réputé, mais un grand vin moderne comme on l'entend aujourd'hui, une belle bouteille qui vieillit avec un grand nom de domaine, comme on a par exemple à Bordeaux. Et vous allez voir que Bordeaux a une importance, je choisis spécifiquement cet exemple, ça n'existait pas à Chianti. Et même, peut-être même dans toute la Toscane, je ne sais pas ce qu'il en était de Montalcino ou de Montepulciano, qui sont deux autres régions de Toscane qui sont très très intéressantes pour des raisons différentes. Mais en tout cas, euh, donc à l'époque, Piero Antinori, qui est encore vivant, mais qui était assez jeune à l'époque, il devait avoir une vingtaine, une trentaine d'années, euh, il goûte pour la première fois un grand vin de Bordeaux, et il est stupéfait en fait. Il ne s'attendait pas à ce qu'on puisse produire quelque chose d'aussi qualitatif. Donc il se dit bah peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris nous ici à Chianti. Et donc il a commencé à faire ses recherches, et il s'est mis en contact avec monsieur Émile Pénaud. Émile Pénaud, c'est un grand nom de l'œnologie. C'est peut-être l'œnologue le plus important de l'histoire de l'œnologie. En tout cas, à Bordeaux, c'est un Bordelais, c'était le plus important. Peut-être qu'en Bourgogne, on dirait que c'est plutôt Henri Jaillet, mais en tout cas, c'est un grand nom de l'œnologie. Donc, il se rapproche de Émile Pénaud, et il commence à penser à mettre des barriques. Il introduit des cépages bordelais dans le vignoble de Chianti. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Pierrot? Il a décidé que le cahier des charges était trop contraignant pour faire un bon vin. Et donc, il a déclassé son vin. À l'époque, c'était écrit sur ses étiquettes vin de table. Il a créé le premier grand vin de Toscane. On appelle ça un super toscan. Et vous allez voir que c'est un lien direct avec ce vin-là derrière. Enfin, ce vin-là vient boucler la fin de l'histoire. Donc, ce vin s'appelait Tiganiello. Ah, c'est peut-être le deuxième, ceci dit, parce qu'on vendait déjà à l'époque le Sassicaia, premier millésime commercialisé 1968, Sassicaia, et Tiganiello, je crois que c'est 70 ou 71. Et par la suite, il a fait une cuvée parcellaire dans Tiganiello. Il a distingué les meilleures vignes, pardon, pour faire Solaya, qui arrivait en 1978. Et donc, voilà, le principe, c'était de faire des vins élevés en barrique, sans cépage blanc, soit des assemblages avec des cépages bordelais, soit des 100% Sangiovese, comme un de leurs voisins qui s'appelle Isola et quelque chose, je sais plus, un autre super toscan qui est déjà moins connu, qui est un peu moins bling bling que Tiganiello, Sassicaia et compagnie, qui aujourd'hui sont un peu des vins bling bling, c'est un peu des Pétrus d'Italie. Alors ça veut pas dire que c'est mauvais, j'ai jamais goûté, mais en tout cas, il faut le savoir. Sassicaia n'étant d'ailleurs pas dans le Chianti, alors que Tiganiello est un vin à la base dans dans l'appellation Chianti. Bon, du coup, ils continuent à faire leur, euh, leur petite révolution, et en fait, on voit, ces vins attirent l'attention. Dans les années 80 déjà, on a Robert Parker qui a commencé à noter ces vins-là et à les distinguer au niveau des plus grands vins de Bordeaux, de la Napa Valley. À l'époque, je ne sais pas s'il notait beaucoup les vins du Rhône et d'Australie. Pas encore, je crois. Je crois que c'est vraiment à partir de 89 que les vins du Rhône ont commencé à se distinguer, notamment avec Beaucastel en Châteauneuf-du-Pape. Donc les vins italiens commencent à prendre de l'ampleur en termes de réputation. Et donc on continue à modifier un petit peu
les règles, et doucement, déjà, on crée l'appellation, on distingue au sein de Chianti l'appellation Chianti Classico. Chianti, en fait, c'était une appellation très large qu'on avait étendue. Je crois que ça a atteint aujourd'hui 40 000 hectares et on a créé en fait Chianti Classico qui correspond aux délimitations de Côme de Médicis de 1716. Et cette cuvée-là, de Chianti Classico, elle apparaît en 1983. Donc c'est intéressant parce que il a commencé à Chianti, Monsieur Antinori, à faire son vin Tiganiello, et il a dit bon bah voilà, on va faire un vin qui est pas qui est un vin de table. Et par la suite, quand les choses ont commencé à évoluer, il a créé cette cuvée qui sont sur des très belles, il y a à peu près 65 hectares, des très belles parcelles vers le nord-est de l'appellation, dans les meilleurs coins de Chianti. Badia Pesignano, c'est le nom de l'abbaye en fait autour du village, enfin, du village autour duquel sont plantées les vignes. Et donc, il a d'abord fait un vin qui n'était pas un Chianti pour secouer la région. Et après, quand la région était suffisamment secouée, il a fait un Chianti Classico. Donc, par la suite, Chianti Classico a eu un cahier des charges différent. Et là, on a eu le droit de mettre du 100% Sangiovese à partir de je sais plus quelle année. Et à partir de 2006, les vins blancs ne sont plus autorisés dans la partie Chianti Classico. C'est autorisé dans Chianti classique, mais enfin Chianti normal, mais pas Chianti Classico. Donc voilà un peu l'histoire paradoxale, et voilà un peu comment Monsieur Antinori a secoué cette région qui en avait bien besoin. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est une appellation qui euh, bah, a une relativement mauvaise réputation à cause du n'importe quoi que c'était en fait. Mais quelque part, ce n'importe quoi, bon, même si c'est un peu triste pour les vignerons, bah, c'est aussi ce qui nous permet à nous d'avoir des vins à des rapports qualité-prix très très intéressants, parce que là, on est aux alentours d'une quarantaine d'euros, donc c'est pas excessif et c'est vraiment des grands vins. Les Sangiovese, c'est vraiment un profil très intéressant. C'est un profil un peu intermédiaire entre des vins très très costauds, très structurés, et des vins plus légers comme mettons des Nebbiolo ou des Bourgognes. Donc c'est un peu un profil intermédiaire. Ça sera jamais très corpulent, mais ça sera jamais très en finesse. C'est souvent vraiment entre les deux, et des vins qui ont beaucoup de garde, beaucoup d'acidité, et des beaux tanins très fins. On peut aller du vin très fruité au vin de garde, mais sans jamais aller dans le côté trop musculaire, enfin trop musculaire. C'est pas trop musculaire, mais le côté très musculaire que peuvent avoir certains vins dans le Rhône ou dans le Bordelais, par exemple. Et donc, des vins comme ça, avec quoi on peut les boire? Et bien, une des spécialités de Florence, c'est le bistecca la bistecca alla fiorentina. C'est tout simplement de la viande rouge, mais si vous y allez, goûtez. Et moi, c'est peut-être la meilleure viande rouge que j'ai jamais goûtée. Alors, ça se joue entre Florence et le Brésil, parce que au Brésil, j'ai goûté de très très bonnes choses. Mais, euh, mais la bistecca alla fiorentina avec un bon Chianti comme ça, c'est absolument magnifique. Et si vous les faites un peu vieillir, ça va donner des notes un peu truffées. Et ben là, ça peut aller très bien sur avec des plats un peu gibbesants qui sont typiques de la région. Vous allez trouver dans les restaurants toscans beaucoup de faisans, de sangliers. C'est amusant parce que quand on se renseigne sur Internet, on entend relativement peu parler de la cuisine toscane, mais moi c'est vraiment une de mes favorites là-bas. Que dire de plus? Que dire de plus? Eh ben, écoutez, encore une fois, un grand vin d'Italie, un vin plein d'histoire, une région avec beaucoup d'excellents rapports qualité-prix. Si vous pouvez visiter, franchement, foncez. Ah oui, sinon peut-être un dernier mot quand même sur la famille Antinori, parce que justement, ça concerne un peu les voyages. Mais la famille Antinori, maintenant, ils ont des vignobles partout dans le monde, mais surtout partout en Italie. Ils ont racheté un domaine à Barolo.
Ils ont des domaines dans toutes les grandes appellations de Toscane, donc Bolgheri, Chianti, IGT Toscana. Ils ont un Montalcino, ils ont un Montepulciano, ils font des Vinsanto. Vinsanto, c'est un vin sucré qu'on fait beaucoup en Toscane, mais pas uniquement. Et ils ont aussi en Ombrie, voilà. Ils ont, je crois aussi qu'ils ont des vignes en, en Sicile, mais je suis pas certain. En tout cas, il y en a vraiment partout. Il me semble qu'il y en a aussi dans les Pouilles. Il y en a vraiment partout en Toscane. Et ils ont très souvent des restaurants qui sont franchement très qualitatifs. Moi, j'étais allé à celui de Bolgheri parce qu'à Bolgheri, ils ont un vin qui s'appelle Tenuta Guado al Tasso. Donc c'est la taverne, Guado El Tasso, c'est le putois en italien. Donc je trouvais ça amusant parce que l'emblème de la maison, c'est un putois, donc c'est un drôle de patronage, mais bon, ça n'en demeure pas moins élégant. Et en fait, c'est Guado al Tasso, ça pourrait être considéré comme un super toscan. C'est un vin avec un assemblage du Médoc, hein, une grosse dominante de Cabernet et des cépages. Le reste de l'assemblage, ça va être un peu de Merlot, un peu de Cabernet Franc et un peu de petit verre d'eau. Et vraiment, ça ressemble beaucoup à des vins style Cos d'Estournel, si vous connaissez, Saint-Estèphe. Donc des vins, des médocs un peu modernes, très veloutés, très très juteux, pas des choses rustiques et austères, des choses assez modernes. Et vraiment, moi, je savais pas trop à quoi m'attendre en goûtant ce vin-là, et je l'ai eu dans mon verre, j'étais vraiment bluffé. Ça coûte entre 120 et 160 euros la bouteille selon le millésime, mais franchement, c'est pas, vous n'êtes pas volé hein, en goûtant ça. Donc si vous avez l'occasion, allez-y et allez tester leur restaurant parce que pareil, on avait très bien mangé des choses à base de gibier, dans des choses typiquement toscanes, super dessert. Honnêtement, ça vaut vraiment le détour. Allez en Toscane, allez manger, allez boire, même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, comme on vous l'a dit 150 000 fois. Et voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Enfin, si j'ai oublié quelque chose, je devine que vous ne manquerez pas de me le faire savoir dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à mettre j'aime. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous intéresse aussi quand je vais dans des vignobles, bah, tout simplement étrangers, parce que le Chianti, c'est un grand classique en Italie, c'est un grand classique partout dans le monde, mais c'est vrai qu'en France, à part dans les pizzerias en pichet de 50 centilitres, on connaît pas trop. Donc je sais pas si ça vous intéresse, je pense que oui, parce que l'un des épisodes qui a le mieux fonctionné, c'est celui sur le premier épisode en Italie. C'était l'épisode à Barolo. Et donc, moi, ça m'encourage à faire ça parce que j'aime beaucoup parler des vins, des vins, des bons vins partout où ils sont. Je suis persuadé que les meilleurs vins, le meilleur pays pour le vin, c'est la France, mais l'Italie ne démérite certainement pas face à la France. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous, c'est des vins qui vous intéressent, s'il y a des vins que vous aimeriez que je couvre. Là, on a fait l'Allemagne, on a fait l'Italie, on a fait le Portugal, on n'a pas encore fait l'Espagne, qui est un pays que j'adore en termes de vin. Ça viendra bien assez vite. En tout cas, j'étais très heureux de vous parler de ce vin. Si vous pouvez vous en procurer, allez-y. Et Chianti, oubliez l'image de vin de masse pas bon. Ah ouais, tiens, d'ailleurs, un truc ça c'est dommage que j'ai oublié d'en parler plus tôt, mais le Chianti avant, c'était la bouteille typique, c'était une bouteille ronde en paille avec une espèce de truc en paille. Et ça, vous le trouvez dans les petites, comment ils appellent ça? Pas les, si c'est les tavernes. Ah mince. Ben bref, en tout cas, les espèces de petits, comme des espèces de bouchons lyonnais, mais de la région d'Émilie-Romagne et de Toscane. Et en fait, ils vous servent ça et c'est genre 12 balles le vin local. Et, euh, du coup, il y a un côté un peu folklorique qui malheureusement dessert l'idée que Chianti peut être un grand vin moderne comme celui-ci. Bon, ça fait partie du jeu, c'est pas forcément des mauvais vins, mais c'est vrai que ça n'aide pas l'appellation
dans sa mue en termes de communication, en termes d'image. Voilà. Je pense maintenant avoir dit l'essentiel. Sur ce, je vais finir ce verre et je vous dis ciao, à la semaine prochaine. Je ne sais pas où on sera, mais on boira quelque chose de très bon, ça, je peux vous le promettre.